Je démarre une série de cours destinés aux Chinois, donc destinés à être traduits en chinois et traduits en direct et en simultané, dirais-je. Et ceci est une matrice d'essai en quelque sorte, mais que je me propose de faire pour chacun de ces cours sur les 13 semaines qui vont voir le déroulement de ces cours. Alors je suis obligé de reprendre les choses à la base. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'inconscient? Qu'est-ce que la psychanalyse? Et quelle est la meilleure méthode pour cela? C'est pas d'aller replonger le nez dans les bouquins, c'est de plonger le nez dans l'inconscient. C'est-à-dire, essentiellement, dans les rêves. Il y a 5 manifestations de l'inconscient, c'est-à-dire 5 indices par lesquels on a un indice de ce que l'inconscient existe et qu'il nous transmet un message. Ce sont le lapsus, lorsque je dis un mot à la place d'un autre. Par exemple, lorsque je dis l'autre jour j'ai rencontré une telle, et à la place je dis j'ai rencontré ma mère. Ouf. Et je dis oh, je me suis trompé, excusez-moi. Et d'habitude on fait pas attention et on passe à la suite. Et là c'est intéressant, ah, le mec il s'intéresse à sa mère, plus qu'à madame Intel. Le lapsus. Le deuxième, c'est l'acte manqué. Je dis pendant des jours que je vais répondre à tel mail que j'ai reçu, parce que je pense que ce mail mérite une réponse, mais c'est un mail venu d'une amie que j'ai perdue de vue depuis plusieurs années, après une dispute, et je ne me sens pas du tout en colère contre elle, ni j'ai aucun désir de ne pas lui répondre, mais il se trouve que je ne lui réponds pas. Et elle m'a invité à une réunion, et plusieurs mois à l'avance, hein, et la réunion a passé, et j'ai pas répondu au mail. L'inconscient a parlé, je n'avais pas envie. Hein. Voilà, donc le lapsus, l'acte manqué. L'acte manqué aussi classique, c'est je me trompe d'heure pour venir à un rendez-vous, notamment un rendez-vous chez l'analyste. Ou je me trompe de métro, ou je me trompe de quai sur le métro, et finalement donc j'arrive pas à ma séance. Hein, l'inconscient a parlé, il dit que j'ai pas envie de parler. Et puis il y a aussi le mot d'esprit. Alors le mot d'esprit, je raconte toujours l'histoire du chômeur qui est chômeur professionnel, très consciencieux, et qui tous les matins va sonner à la porte de toutes les maisons de la ville en demandant « Est-ce que vous n'avez pas du travail pour moi ?» Et on lui répond non, 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 jusqu'au jour où, miracle, une dame à bigoudi et en peignoir lui ouvre en lui disant « Vous tombez bien, j'ai acheté le matériel hier, repeignez-moi le Porsche. » Et l'homme s'exécute en disant « Ok, pas de problème. » Il revient 2 heures après, il prend 200 €, et la dame lui dit merci, et le mec, avant de s'en aller, il veut faire son malin, il dit vous savez, juste pour information, c'est pas une Porsche, c'est une BMW. Alors qu'est-ce qui fait rire dans cette histoire? Qui s'est trompé, bien sûr. Il a pris le Porsche pour la Porsche. Mais ce faisant, il a glissé du masculin au féminin. Le Porsche, la Porsche. Et le Porsche, effectivement, c'est quoi? C'est la grande entrée de la maison. C'est comme toute entrée, ça évoque une entrée du corps, donc un vagin, éventuellement. Et la voiture, c'est toujours un truc qui rentre dans les Porsches, n'est-ce pas? Même si c'est une Porsche. Ça a un aspect phallique. Et on sait bien que plus on a une voiture de sport, plus on est phallique. Et là, ce qui fait rire, c'est que le monsieur, il veut se faire passer pour le mec qui s'y connaît en bagnole.
ce qui est l'apanage des mecs en général, alors que les femmes en général n'en ont rien à foutre. Et en fait, il s'est trompé. C'est lui qui s'est trompé. Donc il y a un déplacement du masculin vers le féminin. C'est-à-dire qu'il y a j'appellerais ça une castration. Alors j'y reviendrai sur ce que c'est que la castration, mais l'état de femme glisse de l'homme qui fait son malin en faisant l'homme à la femme, parce qu'il s'est trompé. Il s'est raté en faisant l'homme. Donc le mot d'esprit. Nous avons égrené le lapsus, l'acte manqué, le mot d'esprit. Il y a encore le symptôme, c'est-à-dire j'ai mal quelque part, ou j'ai mal partout, ou j'ai un mal qui bouge dans tous les sens. Alors ça, c'est différent du symptôme médical, où le symptôme est justement très localisé, c'est toujours le même, et ça désigne une maladie physique. Le symptôme psychique, lui, il vient, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et ça peut être n'importe quoi. Ça peut prendre toutes les formes physiques qu'on veut, mal au ventre, mal à la tête, mal au dos, ça c'est très très fréquent, mal au dos. Là, dans 95% des cas, le mal au dos est psychique, pas la peine de chercher des nerfs coincés entre les vertèbres, en général, c'est pas le bon. Comme le démontre un médecin américain qui a fait des études à ce propos. Quand on trouve à la radio un nerf coincé, eh bien, ce n'est pas celui qui conduit à l'endroit où la personne ressent de la douleur. Et donc la douleur ne vient pas de là, elle est psychique. Et elle peut passer d'un endroit à l'autre, ou comme me racontait une analysante, elle a mal partout, tout le temps, sauf quand elle se met à peindre, parce que c'est une artiste. Tout d'un coup, ça disparaît miraculeusement. Si c'était une maladie organique, il n'y aurait aucune raison pour que la douleur disparaisse. Là, elle disparaît miraculeusement à ce moment-là. Voilà, donc le symptôme. Lapsus, acte manqué, mot d'esprit, symptôme, il nous reste le cinquième, c'est le rêve. C'est le plus important parce que c'est le plus riche. À travers un rêve, on a vraiment accès à l'inconscient. Ce n'est pas un petit message comme dans le lapsus qui est sur un mot. Ça ne peut pas amener des développements formidables. L'acte manqué, c'est un acte. Je me suis trompé de quai, j'ai pas mis la lettre à la poste. Bon, on trouve très vite quelle est la raison de cet acte manqué, et ça ne peut pas aller tellement loin. Alors que le rêve, c'est un peu comme si on balançait une caméra dans un puits et que ça nous remontait des images de 6000 lieues sous la mer, 20 000 lieues sous les mers. Donc c'est le rêve surtout que je vais étudier. Et je vais l'étudier devant vous, et donc ça va nous permettre d'avoir un accès à l'inconscient, le mien, pas celui des autres, parce que, ça je le développerai dans une séance prévue à cet effet, je ne peux connaître, je ne peux interpréter que mes rêves. Les rêves de l'autre, je ne les connais pas parce que je n'ai pas les associations nécessaires. Donc ça, c'était une règle que Freud avait posée dans son livre le plus important, l'interprétation des rêves, où il disait ce qui différencie l'analyse de tous les autres moyens d'interprétation, c'est le fait qu'on confie l'analyse du rêve au rêveur lui-même. Bon, c'est une règle que Freud n'a pas toujours respectée lui-même, mais que je considère comme fondamentale. C'est là où s'invente la psychanalyse, dans cette règle-là. Donc il ne s'agit pas d'accumuler du savoir pour interpréter les rêves des autres, il s'agit au contraire de laisser tomber tout savoir pour aller s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler un non-savoir, parce que inconscient, c'est un privatif conscient de conscience, c'est ce dont je suis conscient, c'est ce que je sais, donc c'est un non-savoir, l'inconscient. C'est ce que je ne sais pas.
dont je ne trouve nulle part dans les livres. C'est pas la peine. On peut bien entendu lire les livres, surtout la Traumdeutung de Freud, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est ça qui donne un accès à l'inconscient, parce que justement, ces livres-là représentent un savoir sur l'inconscient. Ce n'est donc pas l'inconscient lui-même. L'inconscient lui-même, c'est celui de chacun, dont je peux faire part aux autres, et dont chacun peut faire part aux autres, mais si les autres ne m'en font pas part, je n'ai pas accès à leur inconscient. Donc, des marrons, ou des châtaignes, c'est comme on veut. Les 2 rêves de la nuit dernière, parce que plutôt que de ressasser des rêves que j'ai déjà analysés, dans d'autres vidéos, dans des livres, non, tout simplement, je suis le fil de mon inconscient, dans l'actualité de ce qu'il me présente. Alors la nuit dernière, je rêve que dans la file d'un aéroport, il y a plein de monde, et je suis un petit monsieur, tout petit. J'arrive à mi-cuisse des gens qui sont autour de moi. Et donc je vois rien d'autre que les jambes des gens. En levant la tête comme ça, j'arrive à voir quand même les visages des gens. Et puis tout d'un coup, ça change. Je suis à nouveau quelqu'un d'adulte, parce que ce petit monsieur, c'est vraisemblablement un enfant, et je vois la scène de loin, c'est-à-dire un attroupement, et les gens il y a un mouvement de foule, les gens se déplacent pour voir quoi? Le petit, qui est toujours à l'intérieur de ce groupe, et qui vient de vomir ou de faire caca, je ne sais pas, c'est pas précisé dans le rêve. Pourtant, je regarde, et je vois que ce que l'enfant a vomi, c'est des frites. Et des frites tout à fait bien conservées, tout à fait appétissantes encore, mais ça au milieu de tout un tas de saloperies que j'arrive pas à décrire. Et puis ça change encore. Voilà une femme qui s'installe à la terrasse d'un café, d'un restaurant plutôt, et qui va commander un nouveau repas parce que c'est elle qui a vomi en fait. Donc il faut qu'elle remange quelque chose. À moins que ce soit quelqu'un qui était dans la foule et qui s'est déplacé pour éviter que l'enfant ne lui vomisse sur les pieds. Voilà. Alors vous voyez que dans l'inconscient, il ne faut pas s'attendre à trouver des jolies choses. C'est inconscient parce que c'est refoulé. Si c'est refoulé, c'est parce que ça me déplaît. Effectivement, le vomi, le caca sont des choses qui me déplaisent. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on retrouve ces choses-là dans l'inconscient. Pas seulement moi, mais tout le monde. Des fois sous des formes bien plus voilées. Alors là, c'est très clair. C'est du vomi, c'est du caca. En même temps. Le rêve ne fait pas ces distinctions non plus. Ce n'est pas objectif, c'est subjectif. Ce qui est subjectif, c'est ce que l'enfant n'a pas digéré, là. Pourquoi il ne l'a pas digéré? C'est une expression en français. Putain, ce truc-là, je ne l'ai pas digéré. C'est une métaphore pour dire que cette remarque que m'a faite un autre, une remarque déplaisante, je l'ai pas digérée. Je n'ai pas voulu la mettre en moi. Je l'ai laissée à l'extérieur. Et donc là, j'ai vomi quoi? Des frites, essentiellement. Pourquoi? J'avais mangé des frites la veille, des frites que j'ai faites moi, que j'aime bien, parce que je les fais bien. C'est avec ma méthode à moi, au four. Je les mets dans un plat rond, je mets mes découpes de pommes de terre que j'ai découpées comme des pommes pour faire une tarte aux pommes, et je les mets en rond, comme ça, comme pour une tarte aux pommes, avec de l'huile, mais à peine une fine couche d'huile, et ça donne de super bonnes frites. J'adore ça. Alors pourquoi est-ce que je le vomis dans le rêve? Parce qu'en même temps, je me dis c'est pas bien. J'aurais dû manger des légumes, des fruits, des bonnes choses, bien biologiques, bien diététiques, mais bouffer des frites, c'est pas trop bien. Mais je me l'autorise de temps en temps, et peut-être même de plus en plus fréquemment, parce que depuis que j'étais opéré d'un cancer du rein, je me dis que j'ai peut-être encore plus grand chose à vivre, alors ça va, hein, j'ai bouffé correctement pendant des dizaines d'années, ça ne m'a pas empêché d'avoir un cancer, alors maintenant je me lâche un peu. Mais le surmoi du rêve, le surmoi, c'est-à-dire
les instances refoulantes, c'est-à-dire les gens qui disent « c'est pas bien », c'est-à-dire la partie de moi qui me dit à moi « c'est pas bien, tu n'aurais pas dû manger des frites, donc tu les vomis ». Bon, j'ai pas besoin de les vomir en vrai. Alors, chez des gens, ça pourrait faire un symptôme au lieu de faire un rêve. C'est-à-dire, ils ont mal au ventre et ils vont vomir. Je pense à Philip Roth, par exemple, dans un de ses romans. Philip Roth, l'écrivain américain, dans un de ses romans, il décrit une femme juive qui, étant draguée par un mec, se laisse séduire et accepte de manger des crustacés au restaurant. Crustacés qui sont interdits par la religion juive. Eh bien, ça rate pas, toute la nuit, elle va dégueuler aux toilettes. Elle a beau s'être lâchée consciemment, l'inconscient l'a pas lâchée. Voilà l'inconscient. On pense souvent que l'inconscient, c'est les choses qui me font plaisir, et je n'ai pas osé me faire plaisir dans la réalité, ça ressort en rêve. Eh bien là, c'est le contraire, je me suis fait plaisir dans la réalité, et la partie inconsciente de moi qui dit c'est pas bien de se faire plaisir, cette partie est aussi inconsciente et me fait dégueuler dans le rêve. Donc, le refoulement, c'est ce qui crée les formations de l'inconscient. Ça les crée pourquoi ? Parce qu'il y a un conflit entre des représentations. La représentation, c'est bon les frites, ça fait plaisir, et la représentation, c'est pas bon les frites, ça fait du mal à la santé. Donc, ces deux représentations sont rentrées en conflit, et le rêve me montre la partie du conflit que j'ai refoulée, qui est la partie du père Fouettard. La partie de moi qui veut absolument faire attention au bien, c'est-à-dire à la santé, et non pas au bon, c'est-à-dire au plaisir de la bouche. Donc ces deux parties sont en conflit. Une formation de l'inconscience est toujours l'expression d'un conflit, et spécialement de la partie du conflit qui a été refoulée. Parce que si elle a été refoulée, elle demande elle aussi à son expression. Donc on refoule la représentation qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre. Dans ce cas-là, je n'ai pas voulu entendre que c'était pas bon pour ma santé. Je n'ai voulu entendre que le fait que c'était bien pour le goût, pour ce qui est plaisant. Et donc, comme dans tous les rêves, je redeviens petit enfant. C'est ce qui m'arrive dans le rêve aussi. C'est pourquoi je suis au milieu de toutes ces personnes. Et pourquoi dans un hall d'aéroport ? Parce que je rentre d'un voyage en Chine, où j'ai emmené mes petits-enfants, et donc j'ai présente dans ma mémoire plein d'images de nous attendant dans les files d'attente avant à Pékin, à l'arrivée en Chine, où il y a toute une file d'attente devant la police pour vérifier nos passeports et nos visas. Et il y a mes petits-enfants là-dedans, dans cette file. Donc je me suis en rêve identifié à eux. Mais identifié à eux, je ne me sers que de cette image. En fait, c'est l'image de moi, petit enfant, qui avait envie de manger des frites, et auquel le moi plus âgé dit toi, petit enfant, tu n'as pas droit à ces frites. Alors, quand j'étais petit, la diététique, c'était pas la préoccupation de mes parents, c'était pas le problème. Il y avait une autre préoccupation qui était celle de manger beaucoup, de manger de la viande, des patates, des trucs qui calent bien, dans une idéologie qui était celle de l'époque, qui était il faut bien manger et de tout. Et il n'y avait pas de préoccupation pour les fruits, les légumes, la diététique, la biologie, toutes ces choses-là. Bon, c'est pas grave. C'est quand même ce petit enfant qui a été brimé par le moi adulte qui ne veut pas le laisser se satisfaire et donc il recrache ses frites. Dans les deux représentations, encore une fois, c'est une représentation entre bon et mauvais, comme souvent. Mais il y a aussi toutes les choses horribles que j'ai vues dans mon rêve à côté des frites.
et que j'appelle le réel. Alors j'y reviendrai longuement. Pour l'instant, je passe un peu vite. Donc j'y reviendrai longuement. Ce réel, c'est ce que je n'ai pas digéré, mais non pas à cause d'un conflit avec une autre représentation, mais parce que là, il n'y a pas de représentation. C'est-à-dire, c'est une masse informe. Je ne peux pas dire ce qu'il y a là. Alors quelqu'un va me dire, bah oui, c'est souvent comme ça, quand on a vomi, c'est une masse informe. Bon, sauf que souvent, on arrive à repérer quand même des morceaux, des trucs qu'on n'a pas digérés et qui ressortent. Donc là, je repère rien du tout. C'est du réel. C'est-à-dire que c'est une tentative du rêve de faire monter sur scène les autres choses que je n'ai pas digérées, mais pour une raison différente, non pas par conflit, mais parce que ces choses-là n'ont jamais trouvé de représentation. Ce sont juste des signes de perception, des traces, des perceptions de choses que j'ai eues, mais ça reste des choses. Impossible de les transformer en objets, c'est-à-dire un objet avec un nom, une forme, une couleur, une odeur, tout ce que vous voudrez, tout ce que j'ai pas digéré, aux deux sens du mot. Pas digéré parce que ça sort de l'estomac, pas digéré parce que ce n'est pas rentré dans le symbolique, c'est-à-dire l'ensemble des mots et des objets que j'ai pu mettre dans ma mémoire. Voilà les deux raisons du refoulement, le conflit et l'impossibilité de rentrer dans le symbolique. L'un, le conflit, c'est ce que Freud a appelé le refoulement proprement dit, et ce qui n'est pas rentré dans le symbolique, c'est ce que Freud a appelé le refoulement originaire. Ce n'est jamais arrivé dans le symbolique, ça n'a jamais eu de représentation, donc c'est originaire, ça n'a jamais été refoulé en fait. Donc le mot refoulement originaire convient pas vraiment, c'est plutôt quelque chose qui n'a jamais été refoulé, parce que ça n'est jamais arrivé à la représentation. Ce qu'on refoule, dans le refoulement proprement dit, ce sont des représentations. C'est pour ça qu'elles reviennent comme du vomi ou comme du caca, c'est selon. Voilà, ça c'est une première approche de ce qui est dans l'inconscient et du mécanisme du refoulement. Deuxième approche, c'est le deuxième rêve que j'ai fait dans la même nuit. Le rêve dit ceci. Je traverse la ville de Clermont-Ferrand, qui est en même temps la ville de Besançon. Et j'expliquerai plus tard pourquoi ces deux villes. Et ceci pour aller réserver dans un restaurant. Je vois un restaurant au coin d'une rue, signalé par un menu, comme ça, posé devant. Bon. Et je sais que Planoise, qui est un quartier de Besançon, n'est pas loin, mais je ne vais pas y aller. Parce que Daniel y habite, mon frère Daniel. Donc je ne vais pas faire le détour, j'ai vu le menu et je retourne pour retrouver je ne sais pas, ma voiture, ma maison, voilà. Et pour ça, je dois passer à travers un centre culturel. Au rez-de-chaussée de ce centre culturel, peut-être au sous-sol, il y a une piscine. Je vais passer par là. Je me vois franchir un mur qui est à peine à cette hauteur à peu près pour moi, donc je peux sauter comme ça par-dessus, avec des murs jaunes. Et je me retrouve à l'intérieur. Je n'ai pas le temps de voir s'il y a vraiment une piscine. Je sais que c'est la piscine, mais je me dis, c'est pas bien ce que j'ai fait là. J'ai franchi un mur. S'il n'y avait pas de porte, c'est que je ne devais pas franchir ce mur. Donc je refranchis le mur de l'autre côté, en me disant, tant pis, je ne passerai pas par la piscine, je passerai par dessous le centre culturel. Et effectivement, j'y vais. Il y a un passage piéton, comme une rue sous l'immeuble, qui est le centre culturel. Je peux parfaitement y passer. Là, j'ai le droit, c'est ouvert. Et là, il y a plein de gens. Alors que dans ce que j'ai appelé la piscine, il n'y avait personne. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est encore plus gratiné. C'est la chose suivante. Clermont-Ferrand est une ville que mon frère a habité très longtemps. Et je suis allé le voir une ou deux fois, mon frère Daniel, dans cette ville. Notamment à une époque où il a divorcé, il s'est retrouvé seul.
Ah, j'ai eu une compassion, je suis allé le voir. Mais Besançon, c'est une ville où j'ai connu une femme dont j'ai été éperdument amoureux, qui s'appelait Gisèle, et qui était mariée à un type qui s'appelait Daniel, comme mon frère. Donc, dans le principe, cette femme-là était interdite. Mais en fait, elle me disait, oh, tu sais, moi, mon mari, il y a longtemps qu'on ne couche plus ensemble, euh, il le sait, je vais avec d'autres, donc on peut parfaitement se voir, je lui cacherai même pas, nous pouvons avoir une relation. Donc je dis banco, moi j'ai été amoureux, ça me convenait très bien. Mais du coup, quand même, ce Daniel, même présenté comme quelqu'un qui n'était pas un rival, était quand même un rival. C'est-à-dire quelqu'un susceptible, inconsciemment, de m'interdire cette femme. C'est toujours pareil, ici, ça c'est l'interdit qui est refoulé. Et mon frère, Daniel, il s'est caractérisé toute sa vie par me faire sans arrêt des remarques désobligeantes, des moqueries, des rappels à l'ordre. Bref, il se substituait à mon père. Il en faisait plus que mon père, bien entendu, puisqu'il était jaloux, comme tous les frères. Ça se passe comme ça dans toutes les fratries, hein, quoi qu'en aient l'air les apparences. Donc, nous étions rivaux par rapport à quoi? Par rapport à ma mère. Chacun voulait l'amour de la mère pour lui tout seul. Donc, quelque part, mon frère est un substitut de mon père qui lui aussi voudrait l'amour de ma mère pour lui tout seul. Et moi aussi, j'aurais voulu l'amour de ma mère pour moi tout seul. Ça fait une seule mère pour trop de mecs. Donc ça marche pas. Parce que c'est ça le complexe d'Oedipe. Hein. Ce n'est pas le fait qu'il faudrait respecter la loi qui dit ne pas coucher avec la mère, c'est tout simplement qu'il y a un type, le père, qui lui n'a pas envie de ça. Il n'a pas envie que son enfant devienne un rival. C'est pour ça que c'est lui qui, souvent, il est plus rude, il rappelle les lois, les règles, ces choses-là, mais par pure jalousie. C'est ça qui le motive. Et l'enfant, il est bien obligé d'obtempérer, et ça ne l'empêche pas d'être jaloux, et il refoule sa jalousie. Et donc, c'est pour ça que dans mon rêve, je vais réserver un restaurant. Autrement dit, je vais là encore satisfaire un plaisir de bouche. Plaisir de bouche que là on peut entendre comme le sein. C'est une régression, je suis un nouveau petit enfant, même si ce n'est pas dit dans le rêve, mais comme dans le rêve précédent, qui me donne un indice, puisque c'est la même nuit, je redeviens tout petit enfant, je retourne vers le sein. Mais je sais qu'il y a pas loin les deux Daniel, c'est-à-dire les deux rivaux, substituts de mon père, qui risqueraient de m'empêcher de jouir du sein. Donc je retourne, mais en fait je régresse, c'est ça que ça veut dire. Je régresse encore plus loin dans le temps, je franchis le mur de la piscine. Qu'est-ce que la piscine? C'est la poche des os, c'est l'utérus. Parce que je suis donc bien obligé de me rendre compte que j'ai ce désir qui n'est pas seulement d'avoir ma mère comme une femme, c'est-à-dire baiser avec elle, mais retourner dans son ventre comme un fœtus, ce que j'appelle l'Oedipe archaïque, par nuance d'avec l'Oedipe classique qui serait couché avec maman. Je franchis donc ce mur qui m'empêche de retourner dans la piscine, dans le ventre de ma mère, mais j'ai tout de suite conscience que je viens de faire quelque chose d'interdit. Il n'y avait pas de porte, en effet. Dans d'autres rêves, il y en a une. Les rêves façonnent ça à leur façon d'un moment à un autre, d'une nuit à une autre. Nous le verrons en étudiant beaucoup de rêves. Justement, nous étudierons beaucoup de rêves pour voir cette souplesse dans la fabrication des images et dans la fabrication des symboles. Je régresse à l'intérieur du ventre de la mère, mais j'ai ce sentiment que c'est interdit. Comme dans le premier rêve, il y a à la fois le sentiment de ce qui serait bon, et là, ce qui serait bon, ça serait de retourner dans la piscine, dans son ventre, mais ce qui serait bien,
c'est de ne pas y retourner, c'est-à-dire de respecter la loi simplement du temps, la loi temporelle. On ne peut pas retourner là d'où on vient. Et ceci, dans le refoulement de ce que je conçois qui est dans ce quartier plus loin où je ne suis pas allé, c'est-à-dire la présence des deux Daniel, la présence de mon père. Donc je sais qu'ils sont, ces deux Daniel et mon père, les gardiens de la femme interdite, soit la Gisèle qui était mariée, soit ma mère. L'un substitut de l'autre. Et après, donc au lieu de franchir ce passage, je passe sous ce que j'ai appelé le centre culturel. Alors là, je peux faire deux remarques par rapport à ce qu'on appelle les associations d'idées. C'était la méthode de Freud. Pour interpréter un rêve, il faut associer librement. C'est-à-dire laisser venir les idées qui viennent, même si elles ont l'air absurdes ou n'avoir pas de rapport. C'est en ce sens-là que seul le rêveur peut interpréter son propre rêve. Parce qu'un autre n'a pas tout ce dictionnaire associatif, la mémoire de sa vie, dans lequel il puise les images du rêve. En l'occurrence, là, un autre que moi ne pourrait pas comprendre pourquoi j'étais à Clermont-Ferrand, la ville de mon frère, de mon frère Daniel, à Besançon, la ville du mari de la Gisèle. Et pourquoi ces deux villes sont une seule? Parce que c'est un seul Daniel. Il fallait qu'il y ait ces associations dans ma tête, personne d'autre ne pouvait les faire à ma place. Personne ne pouvait savoir que cette Gisèle était mariée, qu'elle m'avait dit ce que je vous ai dit, etc. Il n'y a que moi qui pouvais le savoir. Donc, et que j'ai fait cette association avec mon père et ma mère interdite, il n'y a que moi qui peux le savoir. De même pour la piscine, je vous ai tiré cette interprétation qui a pu vous paraître un peu hâtive, mais parce que j'ai fait des centaines de rêves de piscine. Et j'en ai entendu des centaines de la part de mes analysants. À tous les coups, ça mène, c'est le ventre de la mer. Mais chez d'autres analysants ou dans d'autres de mes rêves, c'est la mer comme telle, l'océan, c'est un lac, c'est une rivière, c'est un ruisseau, c'est un lavabo, c'est tout ce qu'on veut de l'eau. Ça, on peut dire que quand il y a de l'eau, bon. Mais il ne s'agit pas d'en faire un savoir, l'élément d'un dictionnaire, où après, chaque fois qu'on entendra de l'eau dans le récit d'un rêve, on va dire « Ah, le ventre de la mer ». Non, et on ne sait pas. Après tout, la personne qui a rêvé de cette eau va peut-être faire une autre association. Et il faut lui laisser le loisir de faire cette autre association, parce que moi, je n'ai pas la mémoire de cette autre personne. Je ne sais pas ce qu'elle va sortir là. Ça, c'est vraiment le truc fondamental de la psychanalyse. On n'interprète pas à la place de l'autre, on lui laisse faire ses associations. Je dis tout ça pour en venir aussi à ce centre culturel, parce que personne ne peut savoir à ma place que j'ai été animateur de Maison des Jeunes et de la Culture quand j'étais jeune. J'ai fait ça 3 ou 4 ans avant de faire psycho. Personne ne pourrait trouver pourquoi j'ai mis ce centre culturel là. Mais il revient là aussi parce que il se trouve que depuis pas mal d'années, et récemment sur Facebook, il y a eu un débat autour de la question de la culture. Et j'ai entendu François Julien sur France Culture, François Julien, donc sinologue, s'exprimer à propos de l'identité culturelle. Y a-t-il une différence d'identité culturelle entre la France et la Chine? Et je suis d'accord avec lui, il dit qu'il n'y a pas de différence d'identité culturelle. Il y a des différences de superficie, mais dans le fond, c'est-à-dire dans le fond de la piscine, c'est la même chose. Au-dessus, on peut gloser pendant des années sur les petites différences qu'on pourra toujours trouver, bien sûr. Mais on ne peut pas trouver une identité fondamentalement différente. Pourquoi? Parce que tout le monde est né d'un père et d'une mère. Tout le monde a été jaloux du père parce que tout le monde voulait la mère, pour soi tout seul. Et nous sommes tous munis d'un sexe
Et cette rencontre de la sexualité, de la sexuation, nous a tous traumatisés. J'y reviendrai, hein, j'y consacrerai un cours à part entière. Pour l'instant, qu'on se contente de me croire et d'en revenir au rêve que j'étais en train de décrire, cette question du centre culturel condense donc à la fois mon expérience d'avoir été animateur dans un tel centre culturel autrefois, et les débats sur la culture qu'il y a en ce moment entre Chine, France et toutes les autres cultures. Donc je passe en dessous, ça veut dire que j'ai cette conviction, y compris dans le rêve, que la culture, elle reste au-dessus. Et c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ça peut intéresser les anthropologues, les ethnologues, les sinologues, tout ce que vous voudrez, mais pas les psychanalystes. Le psychanalyste s'intéresse à l'inconscient, la culture est de l'ordre du conscient. Bien entendu, on peut analyser des productions culturelles avec les connaissances qu'on a acquises à la suite de l'analyse des rêves. Et ça reste des hypothèses. Et il faut être très prudent là-dessus. Mais nous y reviendrons là aussi. Je consacrerai un cours à la culture, et spécialement à la culture chinoise, et je montrerai qu'en analysant les contes et légendes, de la Chine en particulier, mais de n'importe quel pays, de n'importe quel continent, on peut trouver dans le fond, en passant dessous, ou en allant dans le fond de la piscine, on peut trouver toujours la même structure, unique, parce que nous sommes tous des êtres humains, c'est la structure des êtres humains. La structure de l'inconscient, c'est la structure de l'être humain. Donc pour faire une synthèse des deux rêves, je dirais que dans le second, ce qui est refoulé, c'est ce que Freud a appelé le ça, c'est-à-dire ce désir fondamentalement de retourner à la mer. C'est à la fois un désir sexuel et un désir de remonter dans son utérus. Pourquoi j'ai dit que c'est un désir sexuel alors que ça n'a pas l'air du tout sexuel dans mon rêve? Bah si, ça a l'air sexuel, parce que ce qui est mis en scène, c'est cette Gisèle dont j'ai été éperdument amoureux et avec laquelle j'ai eu une aventure, tout ce qu'il y a de plus sexuel. Et on voit qu'elle sert de support dans la mise en scène pour femme interdite, et donc rappeler que la femme interdite, fondamentalement, c'était ma mère. Donc c'est bien un désir sexuel à l'égard de ma mère qui est en jeu à travers cette Gisèle. Mais c'est aussi le désir de remonter dans l'utérus à travers mon franchissement du mur de la piscine. Donc c'est ce désir de se faire plaisir sexuellement qui a été refoulé. Et il y a un rappel à l'ordre qui se fait dans ma tête, parce que je ne suis pas complètement endormi, le surmoi, ce que Freud appelait le surmoi veille, c'est-à-dire l'instance qui représente le père, qui dit non, non, tu ne toucheras pas à cette madame qui est ma mère à moi, qui est ma femme, dit le père, tu y toucheras pas, donc je respecte, et ça c'est pas refoulé. Ce qui est refoulé, justement, on voit le refoulement à l'œuvre, on le voit littéralement. Je le vois quand je me vois franchir ce mur, puis le franchir dans l'autre sens, en me disant non, j'y ai pas droit. J'y ai pas droit, j'ai intégré l'idée que c'était interdit de retourner dans maman. De même que dans le moment précédent du rêve, je ne vais pas, en fait, dans le restaurant, je me contente de regarder la carte du menu, je retourne, j'ai pas en tête que c'est interdit, là, mais je n'y vais pas. Hein, c'est la mise en acte qui n'est pas encore mise en mots du fait que ben là c'est le surmoi qui est refoulé. Hein. Il n'est même pas mis en scène dans le rêve, mais il est mis en acte. Je ne vais pas au restaurant, je ne vais pas à la piscine. Par contre, je passe sous le centre culturel, c'est-à-dire que je peux parler de la culture, je peux aussi parler de ce qui est sous la culture, j'y passe, là je rencontre plein de gens. Hein. Là, c'est permis. J'ai le droit si j'en parle, si je rencontre des gens, si je fais en parler, si je ne suis pas dans l'acte.
mais dans la parole. Donc dans ce premier rêve, c'est la pulsion de se faire plaisir qui est refoulée, mais aussi un petit peu du surmoi, la pulsion de s'empêcher de se faire plaisir. Et dans le premier rêve, c'est la pulsion du surmoi qui a été refoulée dans la réalité, qui revient dans le rêve, et qui vient rappeler qu'on ne peut pas toujours se faire plaisir non plus, ne serait-ce qu'en bouffant des frites. Tout bêtement. Et l'inconscient s'occupe aussi des choses de l'actuel. Freud disait, un rêve marche toujours sur deux jambes. Il y a la jambe de l'actuel, ce qui s'est passé la veille ou dans les jours précédents, et ce qui s'est passé dans la petite enfance. Il y a toujours une condensation de tous ces événements. Donc il y a du ça, il y a du surmoi qui sont refoulés à des doses différentes selon les rêves. Et le rêve met en scène, c'est un retour du refoulé. La proposition refoulée demande la parole, demande à être explicitée, demande d'abord une mise en scène. Le rêve, c'est une mise en scène, comme au théâtre, comme au cinéma. Et ensuite, ça demande interprétation, c'est-à-dire ça demande des paroles. Voilà pourquoi il est important aussi dans tout rêve de bien décrire tout ce qu'on voit. Y compris quand je vous ai décrit mes frites qui étaient au milieu d'une espèce de magma que j'arrivais pas à décrire. Dans mes premières expériences avec les rêves, quand j'étais face à un truc comme ça, je le décrivais pas parce que je pouvais pas le décrire. Donc j'en parlais pas. Donc ça m'échappait complètement. Jusqu'au jour où ça m'a quand même intrigué. J'ai essayé encore de décrire ce que je voyais et je me rendais compte que je ne pouvais pas. Ça peut arriver aussi pour de la matière sonore. J'ai essayé dans certains rêves de comprendre ce qui pouvait être dit dans un chuchotement, dans un borborigme, dans un grognement. Et puis en fait, je n'y arrivais pas. Eh bien, c'est important de décrire même ces choses qu'on ne peut pas décrire. Parce que peut-être qu'on va y arriver, après tout, à les décrire, et c'est pas plus mal. Et peut-être qu'on va échouer, et alors si on échoue, on se dit, tiens, ça, c'est sans doute quelque chose que j'ai enregistré à une époque où je n'avais pas le langage. J'ai oublié de parler de la femme qui, dans le premier rêve, va au restaurant pour se recommander un repas parce qu'elle a vomi. Qu'est-ce que ça vient faire là? Eh bien, je pense que c'est, je disais tout à l'heure, tous les petits-enfants vomissent, ça a dû m'arriver. Et là, je m'identifie à ma mère qui est témoin de mon vomissement. Elle est en face de moi, elle me regarde faire. Et en fait, c'est moi qui ai envie d'un nouveau repas à ce moment-là, mais à cette époque-là très archaïque, je ne fais pas la différence entre moi et ma mère. Mon appétence à manger, qu'on retrouve dans le deuxième rêve, dans mon envie d'aller au restaurant, c'est-à-dire de retrouver le sein, cette faim, cette envie de maman, la faim fait partie de l'envie de maman, envie du sein, envie de retourner dans son utérus, c'est comme un homme qui a envie des seins et du vagin d'une femme. Mais là, dans la petite enfance, j'ai cette difficulté à décrire le vomi caca, le réel, et en même temps, je n'ai pas encore une identité propre. L'identité que j'ai, c'est celle de ma mère, c'est celle de la personne que je vois en face de moi. Donc j'ai encore faim après avoir vomi, et donc je pense que c'est ma mère qui a vomi et qui a encore faim. Voilà pourquoi ça revient sous cette forme dans le rêve, cette forme très régressive, c'est-à-dire comme le rêve est un retour à l'état intra-utérin, où nous dormions tout le temps, on repasse par toutes les étapes de la petite enfance, et par cette régression à ce moment où je n'avais d'autre identité que celle de ma mère. Voilà pour aujourd'hui. Hier après le cours, quelqu'un m'a posé cette excellente question, à savoir, peut-on guérir de l'angoisse de castration? Peut-on guérir du complexe d'Oedipe?
À quoi j'ai répondu, mais ce ne sont pas des maladies. Il n'est donc pas question d'en guérir. Hein. Ça, c'est vraiment dans la conception médicale qui baigne partout notre société, évidemment, où on voudrait se débarrasser de tout ce qui fait un peu mal. Mais là, ce qui fait mal, c'est tout simplement la condition humaine. Hein. L'Oedipe, la castration, comme je l'ai dit, ça vient simplement du fait que nous sommes nés d'un père et d'une mère, nous sommes jaloux de notre père, parce qu'il a le même désir pour la mère, qu'on soit garçon ou fille à la base. Bon, après je développerai plus en détail cette modalité entre garçon et fille. Mais et pour la castration, c'est la même chose, c'est parce que l'espèce humaine est divisée en deux, et que les petits-enfants s'imaginent que c'est parce qu'on l'a coupé aux filles. Hein. Ce n'est pas évidemment une réalité, c'est une imagination destinée à s'expliquer cette différence. Donc, c'est la structure de base de l'être humain, ça ne risque donc pas de guérir. Par contre, on peut soit en souffrir beaucoup, et ça dépend des modalités dans lesquelles on est tombé dans le genre humain, c'est-à-dire ça dépend de comment on a été élevé par nos parents, qu'est-ce qu'eux-mêmes ont été élevés par leurs grands-parents, ça compte aussi, parce qu'il y a une transmission à travers les générations. Donc il y a des modalités qui font que c'est plus ou moins angoissant. Ça peut être très angoissant, ça peut même être terrible. Les symptômes peuvent être cataclysmiques, et puis on peut parvenir à apaiser plus ou moins tout ça, surtout si on en parle, c'est-à-dire à travers une analyse. C'est les mots qui permettent d'apaiser. Les mots du fait que je les énonce en tant que sujet. Je dis ce qui m'est arrivé. Je dis ce que j'ai imaginé aussi. Je le dis dans mes rêves. Donc je retrouve mon statut de sujet et ça contribue à diminuer l'angoisse et la souffrance des symptômes. Mais ça ne guérit pas. Parce qu'il s'agit d'autre chose, et c'est pour ça que la psychanalyse, ce n'est pas du tout la médecine. Ce n'est pas une partie de la médecine. C'est une toute autre discipline.